Voilà, je ne sais pas, je serai très à la suite dans ce que je vais dire. J'espère, j'ai un peu un travail de tenter de faire, pour employer une expression anglaise, un wrap-up à partir de tout ce qu'on a dit depuis quelques jours dans le cadre particulièrement des tables rondes. Et dans ce sens-là, j'ai choisi une photo de Québec avec une montgolfière. Alors, pour mon anniversaire, à un moment donné, ma conjointe m'a offert un tour en montgolfière au-dessus de la ville de Québec, cette belle ville dont vous avez la chance d'être ces jours-ci. Et nous sommes bien heureux de vous accueillir. Mais aussi pour apprendre peut-être un peu qu'on s'élève, un peu qu'on essaie de se voir aller. Et des fois, ça fait du bien de juste prendre un recul un petit peu de ce qu'on est. Voilà. Donc, je vais reprendre un peu quelques éléments historiques assez rapidement, pour ensuite peut-être voir un peu quelles leçons qu'on devrait peut-être, à mon avis, tirer de cette histoire, pour ensuite arriver à la question de ce que j'appelle l'interculture-action, un néologisme que je me permets d'utiliser. Alors, regarder un peu l'histoire, c'est aussi regarder ce qu'on a appris à travers cette histoire-là, mais aussi notre cercle et des fois les limites qu'on s'est données à travers nos histoires, et donc pour s'aider à sortir un peu du cadre aussi qu'on se donne. Alors bien sûr, ce qu'on a appris, et plusieurs des présentateurs en ont parlé aussi au cours de ces 3 jours, longtemps, la société, ce qu'on considérait, c'est d'abord des hommes. Daniel a utilisé l'expression d'une société androcentrique, donc une société où la référence est d'abord des hommes. L'avantage avec l'approche, tout le mouvement féministe, ça nous a appris à voir qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il y a d'autres façons d'imaginer, et que nécessairement, il faut aussi tenir compte du genre dans lequel on est. De Beauvoir disait « on ne naît pas femme, on le devient ». Schillan reprit cette expression en disant « on ne naît pas homme, on le devient », marquant bien une différence entre le sexe biologique et ce qu'on apprend dans la vie et des comportements et des contraintes qu'on y associe très souvent. Alors, premier point important, donc, de se rappeler ce petit élément. Très rapidement, cependant, à travers les mouvements et les pressions, on a parlé, Jocelyn a parlé aussi du mouvement gay des années 70 qui nous a aussi amené à réfléchir, en plus du mouvement féministe. Rapidement, donc, des hommes se sont levés et ont commencé à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer les femmes. Madame Le Faucheur est justement dans la salle. Un des premiers textes, moi, que j'ai eu la chance de lire, La fabrication des mâles en français, qui est une critique importante de ce qu'on appelle communément la masculinité traditionnelle ou la masculinité hégémonique, qui est une autre expression dominante dans des modèles qu'on a appelés, et qui était en lien, une critique très virulente du patriarcat. Et les premiers hommes se sont posés rapidement en appui à ce mouvement-là, de cette façon-là. En fait, on a commencé à voir que le patriarcat commençait aussi à représenter une camisole de force aussi pour les hommes. Et donc, il s'agissait à ce moment-là de voir non plus uniquement à partir du regard de ce que les femmes ont fait et de leur réflexion, mais aussi de voir à partir de notre point de vue d'homme, à partir de nos vécus, à partir de nos réalités, comment on comprenait ces limites de ce système-là. Donc, un passage d'un système centré en appui aux femmes à quelque chose qui nous ressemblait davantage. Et je pense particulièrement à des premiers textes qui ont été très forts dans ce sens-là. J'ai mis la photo de Joseph Pleck, que plusieurs connaissent, avec The Myth of Masculinity, qui est sans doute un des textes charnières, qui a été aussi important pour comprendre un peu cette camisole de force, pour prendre l'expression de Pollack, dont je mets son livre ici, The Real Boys, qui a été vraiment des éléments importants, je pense, pour voir un peu plus là-dessus. Et James, je ne sais pas si James n'est pas loin, James O'Neill, qui aussi a travaillé beaucoup à partir de cette vision-là de l'idéologie de masculinité et des influences que ça peut avoir sur nos vies d'hommes particulièrement. Et là, je vais en surprendre 2 nécessairement. Nos vies d'hommes aussi, on les a appris, on les a développés à partir aussi d'événements importants, de personnes significatives dans nos vies. Personnellement, il y a 2 personnes, 2 femmes que je tiens à reconnaître particulièrement. Bien sûr, ma conjointe, qui est une des organisatrices aussi, qui a donné un temps extraordinaire dans ce travail-là. Mais aussi une militante féministe qui a aussi osé se questionner
et oser m'aider à me questionner et aussi soutenir cette réflexion commune que nous devons faire, hommes et femmes. Et je suis très fier d'être à côté d'elle. Et bien sûr, il y a des périodes importantes dans nos vies et des périodes qui nous aident à changer, à réfléchir. Et le fait d'être père, pour moi, était un élément particulièrement significatif. Et il y a quelqu'un qui compte énormément dans ma vie, bien sûr, qui est ma fille, que j'ai la chance d'être aussi, qui est ici aujourd'hui, puisqu'elle est aussi une travailleuse sociale, aussi réfléchit sur des réalités masculines à sa façon, mais surtout dans une perspective de famille, une perspective dans laquelle on doit tenir compte et qu'on apprend beaucoup aussi des pays du Sud et dans ce qu'on a appris aussi aujourd'hui. Et il y a plein d'autres mondes aussi qui sont significatifs. Et on pourrait dire, on a lu telle personne qui sont des personnes significatives, sans doute qui nous forment. Mais il y a plein de personnes, des mentors autour de nous, qui sont des hommes ordinaires, des femmes ordinaires, de qui on apprend beaucoup. Et je trouve que c'est important de se soulever, de soulever cette question-là. L'autre point, je pense, autre passage historique important, c'est le passage, entre autres, avec, j'ai mis la photo de Connell, dont on a parlé beaucoup, qui nous parle un peu de la masculinité comme étant une configuration de pratiques variables selon les époques, l'espace, les situations. Donc, comment la masculinité peut changer selon les contextes donnés. Sans doute un des acquis les plus intéressants de la théorie de Connell, qui nous permet de voir non plus comme étant quelque chose de figé, mais quelque chose qui se modifie, qui est différent d'une réalité à une autre. Malheureusement, peut-être un peu trop limité dans ces 4 catégories, dont je reviendrai un petit peu plus loin. Cependant, je vais revenir un petit peu à mes notes pour être sûr que je ne me perds pas trop. Oui, donc, par contre, le désavantage aussi de la théorie de Connell, c'est qu'il est une théorie complexe et c'est sans doute intéressant parce que effectivement clarifier la question de la multiplicité des masculinités et défaire aussi le mythe que tous les hommes sont pareils. Hein? Donc, les hommes, ce ne sont pas tous pareils et chaque homme est unique en soi, comme chaque femme est unique en soi. Et je pense que c'est important de se le rappeler. On parle donc de masculinité hégémonique, masculinité plurielle, mais très souvent, effectivement, la référence qu'on fait à la théorie de Connell, c'est l'idée de la masculinité hégémonique, cette masculinité dominante, souvent associée à la masculinité traditionnelle, qui devient finalement, qui est un peu semblable un peu au concept d'idéologie de masculinité de Pleck, mais souvent ramener une série de traits dans les faits. Les hommes expriment moins leurs émotions, ils ont de la difficulté, ils attendent tardivement pour demander de l'aide, et on peut passer toute une série de traits très souvent négatifs dans lesquels on ramasse, on assemble dans ces théories-là. Ce qui a amené effectivement d'autres à critiquer cette théorie-là. Donc, John a été un des bons à représenter là-dessus, et je pense aussi d'autres qui ont écrit ce qu'on appelle aussi la psychologie positive des hommes. Je pense entre autres à Kiselika qui a écrit des choses aussi intéressantes dans le domaine, auxquelles souvent cette vision, malheureusement, là, qu'on amène, nous amène trop souvent à revenir à des modèles relativement stéréotypés des hommes. Et quand on critique ces modèles-là, qui sont vrais, puisqu'il faut les critiquer, les commenter, en même temps, on en arrive très souvent à en arriver à des visions très limitatives de notre compréhension des hommes, sans voir aussi les forces et les contributions que les hommes peuvent faire. Et on a des exemples aussi dans ce que nous a amené, particulièrement avec nos collègues des pays du Sud, avec cette vision davantage souvent collectiviste qui est présente dans les pays du Sud, qui nous amène à percevoir aussi, mieux voir la place que les hommes peuvent avoir et aussi quel type d'environnement on leur donne, quelle possibilité on leur donne aux hommes de se développer différemment. Et sans doute que la période dans laquelle on est maintenant, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on a à définir et qu'est-ce qu'on veut définir? Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qui s'est passé dans le passé? La première chose, à mon avis, qui est particulièrement importante, c'est la complémentarité, l'appui et la complémentarité ce qu'on fait autour des hommes avec ce qui se fait avec les femmes. Les exemples, encore une fois, qu'on vient de voir des pays du Sud sont très révélateurs. Je me suis permis de mettre une photo quand on a visité le Cambodge avec le travail que fait le Cambodian Men's Network. De façon assez impressionnante. Donc, le réseau des hommes, le réseau des femmes travaillent conjointement. Et quand les hommes se rencontrent, il y a toujours quelques femmes, comme vous voyez, qui sont là pour prendre des notes, non pas pour savoir qu'est-ce que les hommes ont dit, mais pour ramener l'essentiel des propos
généraux à leur groupe de femmes, et vice-versa, quand les groupes de femmes se rencontrent, il y a quelques hommes qui font la même chose, qui vont voir qu'est-ce qui se passe dans le groupe de femmes pour mieux ramener aussi la réflexion des femmes dans le groupe d'hommes. Très intéressant comme approche. On a peut-être à apprendre là-dessus chez nous, dans nos pays du Nord, qu'on est parfois, malheureusement, beaucoup trop en opposition. Alors, ça a des conséquences importantes que je trouve de ramener. D'abord, ça nous oppose finalement dans ce que... Ça nous démarque de certains groupes au Québec et dans certains pays industrialisés, particulièrement aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse, en Australie, ou des groupes plus minoritaires, il faut bien le dire, qui ont, pour diverses raisons, développé une perspective un peu plus antiféministe et agressive et revancharde. Malheureusement, ces groupes servent souvent d'assise pour motiver une contestation du travail positif qui est effectué auprès de la majorité de ceux et celles qui travaillent sur la réalité masculine. D'autre part, il y a aussi tous ceux et celles qui travaillent en réaction à ce qu'on fait, souvent des féministes un peu plus radicales dans leur position, qui, dans la foulée un peu des années de certains groupes des années 70, placent encore les hommes un peu comme des ennemis. Et souvent, ces groupes de pression, essentiellement présents particulièrement dans les pays développés, entre autres en France et chez nous au Canada, s'opposent à toute considération des besoins des groupes, des hommes et des garçons. Nous en avons eu un écho très fort ici au Québec à la suite du rapport Rondeau. On se souvient de la réaction de 17 groupes, une fin de non-recevoir particulièrement, malheureusement. On en a eu des échos encore dernièrement avec le dernier rapport du Conseil du statut de la femme, mettant malheureusement en doute le principe de participation des hommes dans les processus d'égalité, en s'appuyant sur aucune donnée, sinon que des réflexions, éditoriales, plus que des données de fait.